Alors ça, vous voyez, les conditions réelles dans lesquelles on travaille, elles sont extrêmement importantes. Après, je vous ai dit, le deuxième élément, c'est une vision du monde. Le journalisme est une vision du monde pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est un milieu relativement homogène. Il l'est socialement, déjà. Moi, c'est pour ça que je fais Reporter citoyen. C'est parce qu'il se trouvait à la vie, on a une stagiaire qui venait pendant 3 mois l'été, Linda. Elle faisait l'école de journalisme de Bordeaux. Et elle était fille d'Algériens, ayant grandi dans les quartiers populaires. Et quand elle est arrivée à l'école, elle était un peu la seule dans ce cas de figure. Alors, c'était pas horrible, mais il lui a fallu un moment pour trouver ses marques. Ils avaient un mémoire à faire assez vite. Elle s'est dit, tiens, mais au fond, ça m'intéresserait. Je vais aller proposer ce sujet à ma direction. Quelle est l'origine sociale des étudiants en école de journalisme? Puis elle n'a pas osé pendant plusieurs semaines. Elle s'est dit, mais si ça se trouve, chaque année, il y en a un qui leur propose cet éternel truc, etc. Puis elle a regardé sur Internet. Elle s'est dit, tiens, c'est marrant, je ne trouvais rien. Et alors, elle a été leur proposer. On lui a dit, mais non, pas du tout, ça n'a jamais été fait. Et on a découvert qu'une enquête sur l'origine sociale des journalistes ayant la carte de presse, la dernière remontait à 1980. Donc ce n'est pas un objet d'étude de la profession. Alors elle a fait son enquête, en gros c'était 70% des étudiants en école de journalisme viennent, on va dire, des classes moyennes supérieures, familles avec revenus au-dessus de 3 000 € par mois. Voilà. Je viens de ce milieu-là, j'allais dire, et moi j'ai fait une école de journalisme, en plus je ne vais pas me flageller. Voilà. Là où il y a problème, c'est qu'en plus la profession n'est pas consciente. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle représente la France dans toute sa diversité, ses composantes, etc. Et si déjà on en est conscient, on se dit après, ben justement, on est tous un peu du même monde, comment je vais essayer de tisser des liens avec d'autres milieux, avec d'autres réalités, etc. Mais non, pas du tout. Comme on n'est pas conscient de ce truc-là, on fait absolument pas l'effort d'aller vers des mondes différents. Et donc on vit sur l'illusion qu'on représente la France dans sa diversité. Donc moi, c'est à partir de ce constat-là que je me suis dit, oui, il faut qu'on ouvre les métiers du journalisme, notamment aux gens issus des quartiers populaires qui aujourd'hui n'ont pratiquement pas de journalistes. Voilà. Et c'est pour ça que je fais Reporter citoyen. Alors, est-ce construit par l'origine sociale? Est-ce construit par un certain formatage dans les écoles? Il faut savoir... je vais essayer d'être rapide. Oui, d'accord. Je suis toujours très bavard, merci. Il y a tellement de choses à dire. Alors, une des choses qui est frappante, parmi les choses frappantes sur les écoles de journalisme, c'est en train de bouger. Elles prennent conscience de plein de trucs. La plupart des écoles de journalisme n'ont pas de bibliothèque, parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'accès à des connaissances de fond sur la politique. C'est un apprentissage essentiellement technique. Les écoles de journalisme, à une ou deux exceptions près depuis quelques années, n'ont pratiquement aucun cours de linguistique, de sémantique, d'analyse de l'image, d'analyse de symboles, d'analyse des chiffres. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille toute notre vie avec des mots, des chiffres, des symboles, des images, et en gros on pense qu'ils sont la réalité, point barre. On n'a aucune idée qu'entre la réalité et sa représentation, parce que voilà, il peut y avoir des écarts et que nous, on est dans la représentation. Enfin voilà, c'est des questions qui alors je dis pas être des spécialistes en linguistique, en analyse des symboles, mais je suis quand même très frappé. J'avais pas réalisé ça, je suis journaliste. Le jour où je me suis dit, mais quand même, on travaille toute notre vie avec ça et on n'a aucun outil critique pour penser à comment s'agencent les mots, comment s'agencent voilà. Alors, donc tout ça construit une vision du monde. On a essayé, parce qu'on trouvait que c'était intéressant, de dire en quoi est consiste cette vision du monde. Elle n'a pas toujours été la même, d'ailleurs elle est fluctuante au gré des époques, mais par exemple, une des visions du monde du journalisme à l'heure actuelle, c'est l'individu au centre de la société. Et c'est lui. Alors, ça se reflète par quoi? Regardez toutes les couvertures du type les 50 qui font la France, ou les 30 qui font New York, ou enfin voilà, etc. C'est-à-dire qu'il y a une poignée d'individus qui façonne la société, et c'est jamais en sens inverse. Vous n'avez jamais une réflexion sur comment la société façonne les gens. Vous avez des portraits individuels, vous n'avez jamais de portrait de groupe ou de portrait collectif, pratiquement pas. Ça n'existe pas. Ça, voilà. Donc on a une espèce de croyance en l'individu qui est au centre de tout, qui est l'acteur de sa propre histoire, qui est l'acteur de l'histoire du monde. C'est une vision particulière. On peut y adhérer, on peut ne pas y adhérer, mais force est de constater que c'est une vision et que vous verrez qu'à peu près tous les journaux sont quand même dans cette vision. Et là, ça dépasse les clivages droite-gauche. Autre élément de la vision du monde, alors c'est difficile. Dans le journalisme, c'est toujours l'événement le plus récent qui est le plus important. Ça, c'est une règle technique. Mais c'est vrai qu'il y a un dérapage à partir de ça, une vision idéologique qui, en gros, le nouveau est toujours préférable à l'ancien. Donc une pensée où l'histoire est soi-disant toujours en progrès. L'ancien. Donc vous voyez comme facilement les médias se font l'écho des accusations d'archaïsme. Voilà.
Il y a une espèce de facilité des médias à critiquer l'archaïsme d'un tel ou le... Enfin voilà. Archaïsme, bon, ça peut se discuter, voilà, mais vous voyez que c'est une convention de penser que le nouveau est toujours supérieur à l'ancien. Pourquoi? Ça peut se discuter aussi. Et ça, voilà. Un autre élément de la vision du monde que véhiculent les médias, c'est, alors je l'en ai parlé, le mythe de la transparence. Hein, voilà. Un élément, à mon avis, central, et puis je terminerai là-dessus, voilà, c'est une vision utilitariste de la vie en société. Alors, c'est drôle parce que tout à l'heure, vous avez parlé, Jacques, que le journalisme sportif était devenu le format dominant dans le journalisme, et c'est assez vrai, avec le modèle de la compétition du match qui s'impose partout, ils sont en match tout le temps, etc. Il y en a un autre, à mon avis, qui est devenu dominant, c'est le journalisme économique. Alors, c'est drôle parce que moi, j'ai été journaliste économique, et mes débuts, je l'ai fait à l'entreprise, qui était un mensuel pour les dirigeants de PME, je sais pas, voilà. Et là, je me rappelle, comme je me suis pris la tête, mon premier sujet qu'on m'avait demandé, c'était comment être sous-traitant du TGV. Il y avait le TGV qui était lancé, et donc il fallait que je fasse un papier pratique pour les chefs d'entreprise, qui était comment est-ce que je... Voilà. Et je n'y arrivais pas, parce que je ne savais pas faire un papier comment. Voilà. Un papier mode d'emploi pratique. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire dans la presse des papiers comment. Et c'était peut-être un défaut. Aujourd'hui, je considère que c'est devenu le genre dominant dans tous les domaines de la vie en société, et donc vous verrez les unes d'ailleurs, comment réussir son couple, à travailler avec son collaborateur, n'importe quoi, les 10 recettes, j'en sais rien, pour trahir sa femme, pour se faire tromper, sans se faire prendre, enfin voilà, vous avez les 10 recettes sur tout, hein, voilà. Donc tout est devenu des catalogues pratiques, et par exemple la question du comment est devenue absolument prépondérante par rapport à la question du pourquoi. Vous avez beaucoup plus d'articles qui répondent. Voilà. Tout ça, je dis simplement, ça construit une vision du monde et qui est assez cohérente et qui est assez homogène. Et si les journalistes ne sont pas conscients que c'est une vision du monde, ben, ils passent un peu à côté des choses. Un des éléments supplémentaires pour lequel la démocratie a du mal à être... les médias ont du mal à être un appui à la démocratie, c'est qu'il y a peu de remise en cause dans ce système. Il y a peu de remise en cause parce qu'en lui-même, c'est un monde qui connaît très mal les contre-pouvoirs. Il y a 2 contre-pouvoirs qui pourraient être imaginés. Le premier, il est externe. Il faut savoir qu'il y a une centaine de pays dans le monde qui ont ce qu'on appelle en général un conseil de presse. Où on appelle ça aussi une instance de médiation nationale. Vous savez peut-être qu'il y a un certain nombre de titres ou de chaînes qui ont un médiateur. C'est-à-dire c'est celui auquel vous pouvez vous adresser quand vous êtes insatisfait du traitement, etc. Il fait sur France Info, sur France Inter, il y a Jérôme Bouvier, justement, qui fait une émission régulièrement. C'est des postes qui sont très compliqués parce que vous êtes censé représenter le point de vue du public, mais vous êtes payé par le... Voilà. Quand ils deviennent trop dérangeants, Loïc a été médiateur à RFI et s'est fait virer, Loïc Hervouette qui est de la région. Voilà. Bon. Donc c'est pas simple. Mais en plus... Mais c'est bien qu'il y ait des médiateurs, c'est un très bon progrès, moi je soutiens tout à fait qu'il y ait ça, mais il y a tellement peu de titres qui ont des médiateurs. Comment fait aujourd'hui un citoyen, un groupe qui s'estime victime d'une désinformation, sauf si c'est un cas de diffamation, d'injure, où on va devant les tribunaux aussi, mais simplement je ne suis pas content du tout de la façon... il n'y a rien. Et donc il y a 100 pays dans le monde qui ont une instance pour ça, un conseil de presse qui instruit les dossiers, il n'y a pas de sanctions juridiques, mais ils font une enquête et ils publient les résultats de leur enquête. Et ils disent, tel média, vous vous êtes trompé. On voit bien que quand on est dans une logique comme ça, quand même, il y a une publication des cas de désinformation, le journal est obligé de le publier, il est obligé de s'interroger, il y a des processus de remise en cause. Moi, je disais tout à l'heure, ce qui me frappe, c'est, vous vous rappelez de l'affaire d'Outreau, qui a quand même été un dérapage juridique, mais médiatique aussi. Parce qu'il faut voir quand même, il y a des journalistes qui ont écrit des papiers, du genre ils allaient à la cité machin, et en gros, je vous jure que j'ai lu 1 ou 2 papiers sur j'arrive là, c'est évident que c'est un quartier de violeurs, voilà. Enfin, avec pédophiles et voilà. Parce que le quartier ne peut, voilà. Bon. Et puis, bref, il y a eu des dérapages terribles aussi, hein. Et la justice quand même, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. On peut ne pas être d'accord sur ce qu'elle propose au bout du compte et dire, enfin voilà, mais il y a eu un boulot. Mais dans les médias, on a fait ça, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune interrogation, il n'y a eu aucune... voilà.
Hein. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir interne aussi, hein, c'est-à-dire que, en gros, il y a les directions de rédaction. Nous, dans les journaux, on avait créé des sociétés de journalistes ou des sociétés de rédacteurs, hein, qui sont censées, à la vie, par exemple, elle est vraiment très représentative, parce que moi, quand j'y étais, il y avait 33 adhérents sur 36 journalistes, et il y avait une des revendications qui était le fait qu'elles aient une reconnaissance juridique, c'est-à-dire qu'elles puissent effectivement parler de temps en temps au nom de la rédaction, être reconnues comme telles. Tant que ça n'existe pas, c'est aussi un contre-pouvoir de moins. Voilà le paysage. Je voudrais terminer en 3-4 minutes. Maximum, allez. Juste pour dire, parce que là, donc, tout ça, c'est pour vous dire à quel point, pourquoi, à mon avis, les médias jouent plus un rôle de contre-pouvoir et pourquoi, du coup, ils sont plus un appui pour la démocratie. Ils pourraient l'être terriblement. Alors, en quoi ils pourraient l'être? D'abord parce que, excusez-moi, je reprends juste. Pour les professionnels, nous, on avait réfléchi à Place Publique sur qu'est-ce que pourrait être une information citoyenne et on la définissait justement de dire c'est une information qui va conforter le public dans sa capacité à être citoyen, hein, c'est-à-dire dans sa capacité à exercer pleinement ses pouvoirs, ses compétences de citoyen. Et on disait pour ça, il faut aider le public, les lecteurs, à penser, à agir, à débattre. Et on a réfléchi beaucoup en termes de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contribuer, aider les gens à avoir une capacité d'analyse critique, ça c'est la pensée, aider les gens à passer à l'action quand ils le souhaitent, on ne va pas les pousser, mais voilà, et aider les gens à débattre démocratiquement. Et on réfléchissait à nos sujets, à la façon de les traiter, avec ce triptyque-là. Voilà, hein, c'était ça ce qu'on appelait l'information citoyenne. Pour les citoyens aussi, pratiquer la démarche journalistique est un formidable exercice de démocratie. Alors je vais prendre 2 exemples. Bon. Les reporters citoyens, on a appelé ça comme ça parce qu'on n'est pas sûr que tous les jeunes ils vont devenir journalistes. Il y en a certains qui ont sans doute les capacités. Ce qui est incroyable, c'est qu'on les a tous mis dans une posture d'aller chercher de l'information, de s'autoriser. Ils disent tous, on a appris à oser. Ils ont appris à aller interroger plein de gens, leur mère, etc., à poser des questions qui dérangent. Et c'est un formidable exercice de construction de la citoyenneté. C'est-à-dire que rentrer dans une démarche d'apprenti journaliste, même si on ne devient pas journaliste, ben ça fait grandir en tant comme citoyen. Ça, là-dessus, on est sûr qu'on a réussi. Voilà. C'est plus les mêmes. Voilà. C'est plus les mêmes. J'ai travaillé en Champagne-Ardenne récemment avec des jeunes en grande difficulté. Là, c'était bien autre chose que les reporters citoyens. Ils étaient à l'école de la deuxième chance. Et on les avait un peu forcés à suivre ce stage. Et en gros, ils devaient traiter de qu'est-ce que c'est qu'un conseil régional. Ils sont arrivés, ils s'en foutaient totalement. Ils se disaient en gros, mais qu'est-ce que je viens faire là? Et puis, bon, mais on a su trouver des techniques et des trucs pour les intéresser vraiment. J'ai fait avec eux en 2 jours un journal mural. Hein, voilà. Et où ils ont enquêté sur les services du Conseil régional, ils ont trouvé des questions pertinentes à les traiter, etc. Au bout de ces 2 jours-là, je vous jure aussi que ces jeunes, tout d'un coup, il y avait eu un déclic sur leur existence en tant qu'être humain et en tant que citoyen qui est génial. J'ai travaillé à Créteil dans le cadre de Reporters citoyens. Alors c'était un outil qu'on avait développé aussi avec Place Publique, et puis je vais m'arrêter. On faisait des conférences de rédaction ouvertes, c'est-à-dire qu'on disait, au lieu de rester entre journalistes, on invite tous ceux qui veulent à venir participer à une conférence de rédaction. Venez proposer des sujets, et puis on les fera ensemble. L'idée, si on les fera ensemble, c'est pour éviter, parce qu'on s'est dit, si on invite les citoyens, il y en a qui vont nous dire, ah ben ouais, vous avez qu'à faire un article sur les caisses noires de la mairie, c'est très facile, ou sur le deal en bas de ma cage d'immeuble, c'est très facile, mais moi je le fais pas, mais vous devriez faire ça. Bon. Donc qui propose un sujet s'attelle à sa réalisation. On ne propose pas de sujet sur la merveilleuse association dont je suis le président, parce que c'est pas de l'autopromotion, mais on met les gens en recherche d'informations. Les conseillers de quartier, ils se sont mis dans cette posture-là, à Créteil, et on a traité avec eux des sujets. Moi, je pense à une qui était arrivée, par exemple, et puis je m'arrête là. Il y en a une qui était arrivée en étant très en colère contre les familles, parce qu'elle disait, mais il y a des aides de la CAF pour partir en vacances, et je vois, les familles les utilisent pas, et les gamins traînent tout l'été, et moi, ça me met en colère, on donne la confiture à des cochons, et voilà. Je lui dis, parce que moi, je pense que le journalisme est subjectif et qu'on part toujours de colère. Et je lui ai dit, ta colère, elle est super, mais maintenant, pourquoi est-ce que les familles ne l'utilisent pas? Maintenant, rentre dans une démarche d'honnêteté, moi je suis pour le subjectivité, c'est-à-dire accepte de te poser la question vraiment de pourquoi est-ce que les familles, voilà. Et elle a découvert plein de dysfonctionnements sur tout le processus, voilà, qui était vraiment que c'était pas étonnant. Elle a trouvé des chiffres nationaux qui étaient que 6% des familles seulement bénéficiaires des aides de la CAF les utilisaient. Elle a fait un vrai boulot d'enquête. Elle, en tant que conseillère de quartier, qui a mené un travail d'enquête là-dessus, elle devient dans une posture de légitimité vis-à-vis des gens, enfin, voilà. Et donc là aussi, je me dis, mettre des gens qui sont membres d'instances participatives, dans des démarches de faire des enquêtes,
eh ben, ils acquièrent une compétence, une légitimité, une manière d'intervenir dans la cité qui est géniale. Donc pour tout ça, la quête d'information et le journalisme peut être vraiment un vecteur de démocratie. Alors ce qui est étonnant, c'est que finalement, moi je suis plus frappé par le fait que quand c'est des non-professionnels aujourd'hui, voilà, on sent vraiment que ça fait faire des progrès à la démocratie. Ce qui va radicalement changer, c'est que Internet fait exploser tout ça, qu'il ne va plus y avoir la barrière hermétique entre professionnels et non professionnels, et que les journalistes aussi vont devoir se poser toutes ces questions-là. Sinon, c'est clair, ils disparaissent à mon avis. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Très bien. Bon. Ok. Alors, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit parce qu'on va tourner en rond et puis on va le laisser tout à l'heure vous répondre aux questions et peut-être partager des expériences après que nos amis, sur 7-8 minutes chacun, réagissent à ce qu'ils viennent d'entendre ou posent des questions, comme ils veulent, auxquelles Philippe répondra après. Alors, Jacques Polvorino, c'est à vous, mon ami, de commencer. D'abord, ce serait vraiment prétentieux de dire qu'une radio locale associative, en tout cas des 4B, est un appui à la démocratie. Bon, on est une fenêtre où les gens regardent à travers, ne regardent pas. Mais ce qu'il y a, c'est que l'information, ça se construit. Pour construire de l'information, il faut du personnel, de l'argent. De l'argent, on n'en a pas. Alors notre malheureux journaliste, il est condamné à faire ce que un professeur de journalisme appelait du journalisme douanier. C'est on va voir monsieur le président du truc, avez-vous à déclarer? Et c'est comme ça que ça se passe, la plupart du temps. Il faut savoir que dans ce département, vous avez à peu près, grosso modo, j'ai fait le chiffrage une fois, il y a très longtemps, pour Jean Lebrun, à l'époque où vous l'apportez, où il était venu dans il y a le chiffre hallucinant de 2000 personnes qui travaillent dans les services de communication. C'est incroyable, vous prenez les services de communication des mutuelles, le service des communications des mairies, le service de communication des entreprises, un truc comme ça. Des journalistes, vous en avez combien? Comment font-ils? Oui. Dans les Deux-Sèvres, ça fait 85. Hein? Donc, je veux dire, la proportion, c'est pas jouable, quoi. Enfin, donc là, on voit, donc, qu'est-ce qu'on est? Quand on est une petite radio locale associative, on est un relais à l'information. Alors, bon, quelquefois, on a un magazine, on a un débat, mais en fait, on fait de l'institutionnel sans arrêt, quoi. Sans arrêt. Ce qu'il y a, c'est que on se bat pour maintenir cette porte ouverte, pour essayer de ne pas être, je dirais, tout à fait conforme à ce qui domine. Ce qui domine, c'est par exemple le son compressé qui enlève toute nuance à la musique. Vous savez, quand vous mettez la télé, la publicité apparaît plus fort que le reste. C'est parce qu'on compresse le son. On écrase les hauts, les bas. Donc ça chasse toutes les nuances. Et comme le disait Antonin Artaud, on n'est pas endoctriné par des idées, mais par des actes anatomiques et physiologiques lents. La position devant l'écran, les choses comme ça, c'est un outil dans l'utilisation des iPods, des iPads, de tout ce que je ne sais pas, du MP3. Tout ça, ça crée quelque chose qui abolit la nuance, quelque chose qui vous fait comme monade tous, à l'intérieur duquel, bon, on a l'impression qu'on est tous malins, tous intelligents. Comme on peut refaire l'équipe de foot, on peut refaire la municipalité comme ça. Or, en fait, les informations, on ne les a pas. Moi, quand je faisais des magazines, j'étais frappé par l'inculture citoyenne des gens d'opposition, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que quand les gens étaient dans l'opposition, ils croyaient qu'avec l'argent de la mairie, on pouvait tout faire. Qu'ils soient de droite ou de gauche, d'ailleurs, je veux dire, ça n'a pas de sens. L'inculture citoyenne des gens... On se dit, là, on a des choses à faire sur la décentralisation. Mais ce qui manque, c'est des énergies, et c'est pour ça que le thème de reporter citoyen m'intéresse, parce que qu'est-ce que je voudrais? Qu'on ait des séquences de formation continue, et après tout, il y a des crédits de formation continue qui dorment par-ci, par-là. Inviter les gens de reporters citoyens à venir chez nous pour vous former, vous. Par exemple, je suis allé au tribunal l'autre matin, j'ai assisté à des choses
qui sont à peine croyables, quoi, et qui ne sont pas dites, même dans la presse. C'est quelque chose de remarquable. Or, s'il y avait parmi vous des gens ou si moi j'avais pu suivre une formation de reporter citoyen, j'aurais pu peut-être faire un reportage après. C'est pas trop tard. Sur ces affaires-là. J'aurais peut-être pu faire un reportage sur ces affaires-là. Mais c'est vrai que donc, tout ça, donc la nécessité de votre association me paraît patente. Savoir comment on va pouvoir travailler ensemble, ça me paraît nécessaire. Et en même temps, comment tous, vous devez être producteurs. Parce que dites-vous bien qu'on ne sait rien. Vraiment, je veux dire, on est dans par exemple, l'explosion dans les comptes municipaux des 653. Vous ne savez pas ce que c'est, le 653 ? C'est le chapitre sur lequel sont indemnisés les élus. Vous savez, les postes de vice-président, des choses comme ça. Ce serait intéressant que la presse départementale aille voir le TPG et lui dise ça fait combien le 653 et ça faisait combien il y a 10 ans. Ce serait intéressant, par exemple. Mais je vous assure que parler des indemnités des vice-présidents de la communauté d'agglomération de Niort, ça ne vous rend pas forcément sympathique auprès du président et du système. Hein. Poser des questions banales. Pourquoi le château déchiré est d'intérêt communautaire et pourquoi la place de la Brèche ne l'est pas? Il y a des choses qui sont logiques. Il y a des questions qu'il faut poser et qu'on ne peut pas poser et que vous pourriez poser si vous utilisiez des 4B. Et c'est ce que je souhaite. En fait, on se bat pour maintenir contre vents et marées, pour défendre un territoire, quelque chose d'indépendant. Venez nous aider à l'utiliser et à le rendre profitable. Parfait. Tu as bien fait de venir à New York, tu vois. Et puis de ne pas aller seulement dans les grandes cités urbaines, mais dans nos provinces, dans nos campagnes. Nous avons besoin aussi. Allez, Jean-Marie Billet, Radio Accord. Voilà, j'essaierai d'être aussi rapide que Jacques. Et Jacques qui a commencé par parler d'une radio associative des 4B. Et effectivement, ça faisait partie de mes questions parce que j'aurais surtout envie, alors je ne sais pas quelle est la bonne distance, j'aurais surtout envie de poser des questions plus près. J'aurais surtout envie de poser des questions à Philippe Merland puisque d'une part, il a fait le déplacement pour nous parler à tous et que d'autre part, il a travaillé la question des médias et il est lui-même au cœur des médias. Et donc, l'une des questions à propos de radio associative, c'est qu'il y a peut-être une adéquation possible justement entre les radios associatives qui par définition font appel à des bénévoles, qui ont un conseil d'administration, qui sont de type démocratique, et des initiatives du type Reporters sans frontières, Reporters citoyens, puisque naturellement on peut imaginer que nos soucis se rejoignent. Alors, je voulais vous remercier aussi, Monsieur Merland, pour toutes les questions que vous soulevez, parce que même quand on s'occupe en tant que bénévole d'un média, on n'a pas forcément dans la tête l'ensemble des questions que vous posez, et c'est bien effectivement avec vos analyses qu'on pourra avancer. Alors, moi, j'ai trouvé quand même que vous êtes, quand on voit l'accumulation de critiques que vous avez sur votre profession, on a une impression de grande sévérité. J'espère qu'il y a encore des rédacteurs en chef de médias qui vous serrent la main. Je me posais la question de savoir quand même si le journaliste tel que vous pouvez le souhaiter ne serait pas un peu un surhomme, un sage, une sorte de philosophe qui pourrait effectivement expliquer le monde au lecteur, et je me demande donc si la barre n'est peut-être pas un petit peu haute. Ensuite, et à propos des critiques et à propos de l'idée que vous émettiez tout à l'heure que le nouveau est toujours supérieur à l'ancien, je voudrais dire un mot de ce que j'appellerais dans les médias les évidences acquises. Alors, il y en a beaucoup d'évidences acquises, mais je trouve que
à la télévision en particulier, on a beaucoup parlé de presse écrite et de télévision, à la télévision en particulier, tout ce qui touche à des questions qui sont quand même très structurantes pour notre société, qui touchent au début et à la fin de la vie. Tous ces sujets qui, évidemment, ne souffrent pas d'attitudes abruptes et réductrices, eh bien, tous ces sujets sont mis au chapitre des évidences acquises et on voit bien les sourires narquois des animateurs à la télévision en particulier. Comment peut-on être contre l'euthanasie? Quitte d'ailleurs à ce que le lendemain, s'ils reçoivent quelqu'un d'un autre avis, ils changent eux-mêmes d'avis. Mais là, très clairement, je trouve, moi personnellement, qu'ils ne participent pas à la démocratie quand ils ont une attitude de ce type. À propos, et toujours, je puise toujours dans vos critiques, et à propos donc de la révolution marketing que vous avez décrite et qui met au cœur du journal, à la fois des sujets, à la fois de la manière de faire le journal, le lecteur type. Alors, bien sûr, si c'est le lecteur qui inspire effectivement les contenus des journaux, est-ce que la médiocrité des journaux ne vient pas d'abord des citoyens? En somme, les médias peuvent-ils faire autrement que d'aller dans le sens des désirs du public? Alors c'est une question qui n'aura sans doute jamais de réponse définitive, c'est un peu l'œuf et la poule, mais effectivement, est-ce qu'il faut partir des citoyens? Est-ce que c'est les journalistes qui doivent se réformer les premiers? Vous pourrez éventuellement nous donner votre avis là-dessus. À propos de la répétition et de l'imitation entre les différents journaux, je faisais, en lisant votre livre, je me faisais en moi-même une remarque sur France Info. Il m'a semblé que France Info, qui a été la première mécanique radiophonique, a débité un robinet d'information qui recyclait la même information X fois toutes les heures et pendant X heures. Et moi, je me demande si ce n'est pas comme ça que l'on donne de l'importance à des petits faits qui n'en ont aucune, mais à force de les répéter, quand on entend un fait 60 fois, eh bien, probablement, on est influencé et on trouve que le fait est sans doute un petit peu important. Je vais très vite et j'ai envie de poser la question, et le service public, vous en parlez très très peu là dans votre livre. Est-ce qu'il ne faut pas croire au service public? On a un peu l'impression que, y compris le service public, on n'a plus confiance en lui. Je regarde assez souvent, je parle du livre, je parle du contenu du livre, ça n'a pas été abordé ce soir. Et je me pose la question parce que je regarde souvent la chaîne LCP, la chaîne parlementaire. Alors peut-être que vous allez me trouver naïf et que vous allez me dire mais non, vous êtes beaucoup plus influencé que vous ne le croyez, mais je trouve qu'on a des informations explicatives et relativement pédagogiques. Écoutez, pour aller très vite, je vais à peu près terminer avec une question qui m'est tout à fait personnelle. Parmi les habitudes de détail, sans doute, où les journalistes ont transformé un petit peu le paysage dans les 20 ou 30 ans, il y a la manière d'interpeller les interlocuteurs à la radio et à la télévision. Depuis 20-30 ans, il n'y a plus jamais de monsieur ou de madame, et des journalistes très jeunes, très modestes, peuvent interpeller ici dans le Poitou Jean-Pierre Raffarin, bonjour Jean-Pierre Raffarin, bonjour Ségolène Royal, etc. Je ne sais pas si on aurait imaginé qu'un journaliste même chevronné jusqu'en 1969 ait pu dire bonjour Charles de Gaulle
parlez-nous de l'appel du 18 juin. Et je voudrais faire deux remarques. D'une part, je ne peux m'empêcher de penser, avec sans doute un peu de mauvais esprit, que dans cette manière, le journaliste manifeste qu'il est différent et qu'il est supérieur. Et ce n'est sans doute pas grave que l'on dise bonjour Jean-Pierre Raffarin, qu'on ne dise pas monsieur, etc. Mais ce qui me dérange, c'est que ce soit les journalistes qui l'aient imposé à la société. Est-ce que vous avez un avis sur ce point? Voilà, merci. Alors ils sont parfaits, ils ont tenu bon dans les délais. Bon, merci. On va vous laisser la parole. Je vais la laisser à Philippe répondre déjà à ces questions, peut-être non, rapidement, et puis que vous-même vous puissiez les poser. Hein. Je voudrais simplement dire un mot. Que sans doute les médias et les journalistes, c'est pas la même chose, qu'il faut distinguer entre les médias qui sont en effet des instruments de la communication et puis la profession de journaliste, c'est assez important. Donc c'est toujours un peu difficile. Je crois que l'analyse qu'a faite Philippe des journalistes, enfin en tout cas moi je la partage totalement, c'est une profession malade, hein, c'est une profession en crise, c'est une profession inquiète. Et qui a créé sa propre inquiétude en quelque sorte. Mais elle a aussi des patrons, elle a aussi des actionnaires. Hein. Et puis, il faudrait distinguer entre les médias écrits et les médias audiovisuels, parce que je pense que les médias audiovisuels ne font qu'accélérer le processus de la vitesse dans lequel nous sommes, hein, beaucoup plus que la presse écrite, par exemple. Il y a certainement une différence de contexte psychologique dans laquelle on se trouve quand on est en face des chaînes, des grandes chaînes, des chaînes d'information ou des grandes chaînes généralistes, et puis la lecture d'un journal. C'est autre chose. C'est pas le même sentiment de temps. La troisième chose que je voudrais dire, et qui est souvent oubliée par la profession, et oubliée par les citoyens parce qu'ils ne le savent pas, mais la profession le sait peu non plus, c'est que c'est un métier éthique, hein, journalisme. Tous les métiers ont leur éthique. Mais c'est un métier qui a tellement une éthique que ça lui a valu plusieurs chartes de l'UNESCO qui ont été construites, puis révisées encore, et qui sont en quelque sorte la Bible de la profession, éditeur, c'est-à-dire patron, et journaliste. Et dans cette charte, il y a très, très précisément le fait que les journalistes et les médias sont au service de la justice, de la paix et de la liberté et des droits de l'homme. Et ça, c'est une charte universelle de l'UNESCO qui malheureusement n'est pas connue et qui certainement pourrait aider à un travail de recherche en cours et d'exercice en cours d'une information citoyenne, mais aussi de formation de lecteurs ou de téléspectateurs citoyens. D'avoir ça en arrière-plan, c'est-à-dire que c'est très 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 important. Moi qui ai eu l'occasion et le plaisir d'ailleurs pendant 5 ou 6 ans de donner un séminaire à Sciences Po sur l'éthique journalistique, et je vous promets que ça intéresse les jeunes de savoir ça. Que malheureusement, nos écoles ne le font certainement pas assez, et je termine là-dessus, comme elles ne font pas assez, Philippe l'a dit, de formation à la culture générale. C'est une profession qui manque beaucoup de culture générale, et qui manque aussi à la formation au jugement. Parce que si en effet, c'est une charte éthique qui est en arrière-plan de la profession, elle nécessite pas seulement d'être lue, mais elle nécessite, ça veut dire quoi? Être capable d'être des messagers de la vérité, de la liberté, de la justice. Attendez, ça veut dire que les sujets qui sont amenés à faire ce métier doivent être des sujets dont le jugement moral a été aussi formé. C'est exactement ce que j'ai dit, les propos que je tiens. Je les ai dit à Richard Descoings quand il m'a demandé d'aller le voir pour lancer son école à Sciences Po. Je lui ai dit, vous savez, vous avez tous les profs du monde à Paris qu'il vous faut pour votre école de journaliste. Pensez à ça, à la formation au jugement des journalistes, parce qu'en effet, ils sont des ponts dans la société, ils sont des passeurs et ils sont des serviteurs. Voilà ce que je voulais dire.
questions-réponses. Je vais essayer d'être bref et en même temps il y a beaucoup de questions pour vous laisser la parole. Alors est-ce qu'il y a encore des journalistes qui me serrent la main? Oui, heureusement. Non, c'est pour dire. Alors, c'est pour ça que j'ai dit au début, quand même, effectivement, que je faisais la critique d'un système, et que donc dans la critique d'un système, il peut y avoir des choses excessives, c'est-à-dire qu'on arrive forcément à un niveau de généralité quand on décrit un système, et que fort heureusement, il y a des exceptions. Non, en général, les réactions que j'ai eu très peu de reprises presse. J'ai eu Frédéric Tadei qui aimait beaucoup ce bouquin, qui m'a invité 3 fois, mais qui m'a dit à chaque fois: je suis sûr que je serai le seul à vous inviter à la télévision. Il n'a pas eu tort. Ouais, ça a été vrai. Ouais. Mais donc très peu de reprises presse quand même, donc ça c'est un signe. Mais les collègues avec qui je racontais, avec qui je discutais, étaient pas d'accord sur tout, mais considéraient que c'était un travail sérieux, voilà, et que ça posait des questions justes. Voilà, donc c'est plutôt Alors, moi j'ai accentué, parce que la question posée, et que ma thèse, c'est effectivement aujourd'hui les médias sont pas un appui à la démocratie ou pas assez, mais j'ai terminé en disant qu'ils pourraient l'être vraiment, qu'ils le sont dans certains cas. Donc, moi je crois profondément à ce métier, sinon je ferais pas de la formation à ce métier, et je pense qu'il peut avoir une valeur géniale. Et qu'il l'a dans certains cas, quoi, voilà. Donc si j'ai donné l'impression d'être que dans la critique, je m'en excuse. Alors, distinguer les médias et les journalistes, justement, tu posais la question. Alors, là où c'est pas simple, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, tu sais que j'ai en même temps une casquette je fais un peu de théâtre, voilà, et on avait fait un spectacle, c'est du théâtre forum, donc c'est du théâtre interactif où les gens viennent, voilà. Et on avait fait un spectacle sur les médias et le journalisme. Et en gros, donc ça raconte des scènes, et puis après les spectateurs viennent sur scène essayer de changer le cours de l'histoire. Et en gros, on avait 2 types de scènes. On avait des scènes où il y avait des journalistes un peu malhonnêtes ou un peu qui roulaient un peu dans la farine les gens qu'ils allaient voir. Schématisme, enfin voilà, qui faisaient pas bien leur job. Puis on avait des scènes où le journaliste essayait de bien faire son boulot, et puis en gros il se trouvait pris dans une machine, une direction, des contraintes, etc., qui faisait qu'au final son travail était saboté. On a eu beaucoup de collègues qui sont venus voir ce spectacle. Et alors ce qui était drôle, c'est qu'ils supportaient beaucoup mieux les scènes avec des journalistes malhonnêtes, parce qu'ils se disaient, bah oui, il y en a comme dans toutes les professions, mais nous on essaie, voilà. Mais que les scènes où le journaliste était victime finalement d'un système qui le dépassait étaient très mal perçues. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un métier où il y a une grande fierté de sa liberté, etc. Et que reconnaître tout d'un coup qu'on est dans une impasse, qu'on n'a pas réussi à faire avancer ses choix, est un truc très difficile pour la profession. Alors, ça rejoint une autre question que vous avez posée, enfin, je ne sais pas si vous l'avez posée comme ça, mais vous l'avez parlé à propos du fait d'interpeller les politiques par leur prénom et leur nom. Et c'est marrant parce que vous voyez, ça prouve que je suis un peu dans le milieu, parce que en fait, moi je me dis, ça me gêne pas vraiment. Et puis après, je vous entends, et puis je me dis, bah ouais, vous avez raison, parce qu'effectivement, du coup, on donne le modèle à la société là-dessus, et puis on est dans un phénomène de distinction. Alors c'est un truc qui est très très fort dans les écoles, je raconte un peu dans le livre, c'est à quel point, dans les premiers temps, on nous apprend la distinction, qu'on n'est pas du commun des mortels. Et il y a des espèces de vannes initiatiques les premières semaines. Moi, je me rappelle, on avait un prof qui est venu avec un grand sourire, qui nous a dit « Messieurs et mesdames, bonne nouvelle pour vous. Vous savez ce que c'est ?» Et c'était la guerre du Kippour qui venait d'éclater. Il dit « C'est la guerre, c'est bon pour nous, ça va faire vendre du papier, etc. » et tout. Voilà, il fallait rire de ça. Et il y avait beaucoup de petites vannes comme ça, où en gros on disait « Bon, bah attendez, là vous devenez des journalistes, vous abandonnez vos réflexes d'être humain ordinaires, normaux, etc. Mais vous êtes plus comme tout le monde, voilà. Et il faut rire de ça, on rit de la guerre, parce que voilà. Voilà. Et donc ce truc de distinction, effectivement, et de vous n'êtes pas comme tout le monde, et vous êtes un peu supérieur, et c'est vous qui donnez le ton, etc. C'est un phénomène, et donc vous avez tout à fait raison là-dessus, de souligner ça, et ça joue sur cette histoire de prénom et de nom. Voilà. L'effet... vous avez parlé du lecteur type, et que du coup du manque d'exigence de ce lecteur type, et que c'était pas du coup aussi un peu de la médiocrité du public que venait la médiocrité. Enfin voilà. Alors c'est l'œuf et la poule. Donc vous avez raison. Moi, en tant que journaliste, et considérant que la profession est souvent dans une difficulté à se remettre en cause, et souvent à rejeter toute la responsabilité dans le public, c'est vrai que nous,
on a pris une posture différente. Voilà. On a pris une posture différente parce qu'on s'est dit c'est un piège de se laisser enfermer là-dedans. Et donc on va renvoyer plutôt la question de la responsabilité, tout ça, à notre propre milieu. Mais on est dans une logique en boucle parce que c'est vrai, par exemple, qu'il y a des médias différents. Il y en a plein, etc. Et les gens ne sont pas forcés de lire tout le Samuel. Je dis en gros, il y a une soupe qui est un peu commune, mais il y a des choses qui sortent de la soupe, hein, et qui n'ont rien à voir. Enfin voilà, ils n'ont pas un succès mirifique, donc ça veut dire aussi effectivement que les gens vont quand même majoritairement vers la soupe. Enfin voilà, je dis la soupe, hein, c'est un peu méchant, mais vers cette espèce de bain commun où tout le monde fait un peu la même chose, etc., avec les petites voix. Donc bien sûr, il y a une responsabilité du public là-dessus, mais on peut jouer un rôle éducatif, formateur là-dessus, on peut faire découvrir d'autres façons de traiter l'info. Enfin, c'est l'œuf et la poule, hein, pour moi, mais vous avez raison de le souligner. Hein. Journaliste surhomme, et je mettrai la barre un peu haut. Alors, là, je crois pas, parce que c'est pas mettre la barre très haut, si vous voulez. Alors, je vais prendre un exemple, parce que je vais reprendre l'exemple. Moi, une des qualités de journaliste, par exemple, c'est l'art de poser des questions. Et de poser des questions auxquelles on n'a pas pensé, un peu impertinentes, un peu inédites et tout, originales, voilà. Et je pense que ça, c'est un art que ce milieu a perdu. Et il y a des raisons pour ça. Alors, c'est assez drôle parce que quand j'étais à la Vie, on n'était pas content du tout parce que une fois la direction nous avait imposé des formations, comme si on était des mauvais journalistes, et on devait aller faire des formations sur les angles. Alors, l'angle, c'est comment on prend un sujet, voilà. Et donc, en général, un angle, ça se formule sous forme de question. Quelle est l'espèce de question générale que je vais prendre pour traiter mon sujet? Voilà, c'est ça, un angle. Voilà. Et on se disait, quand même, on se fout de qui, on sait quand même faire des angles, etc. On n'était pas content sur la méthode, et puis on est tombé sur un excellent professeur de recherche d'angles, et qui nous a appris plein de techniques de recherche des angles. Il y a des vraies techniques de créativité, etc. Voilà. Moi, je les applique maintenant avec mes jeunes. Et quand j'ai pris les jeunes qui faisaient l'école de la deuxième chance et qui devaient aller interviewer des gens du conseil régional, ils n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était qu'une région, etc. On a fait ces exercices de recherche des angles. Ils ont trouvé des questions géniales, voilà, étaient vraiment intelligentes et tout. Et dans les rédactions, ces exercices ne se font pas. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est pas mettre la barre très haut, mais pourquoi? Et c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles souvent on pose les mêmes questions sur les sujets qui sont un peu banals, etc. C'est vrai, on n'est pas souvent surpris, voilà. Donc ça c'est un exemple où je me dis non, c'est pas mettre la barre très haut, c'est reconsidérer. Ben oui, pourquoi? Ben oui, on sait pas si on se mettait en créativité pour chercher un angle original, et voilà. Bon, voilà. Mais je crois que c'est des effets de paresse, de mimétisme, c'est beaucoup plus ça. Donc bon, moi je pense pas que ça mette la barre très haut. Le début et fin de vie comme des évidences acquises, oui, on a plein d'évidences acquises, effectivement. On est entre soi, il y a des choses qui sont évidentes sur plein de domaines, c'est vrai, vous avez raison. Et puis alors, l'autre point que vous soulignez, alors qui est dramatique pour moi, j'ai encore rajouté une louche sur le... Voilà, c'est cette perte de mémoire. On peut dire un truc et l'inverse le lendemain, et peu importe. Alors, je prendrai juste un exemple là-dessus, parce que c'est une histoire invraisemblable. On a parlé de Tarnac ou pas, je ne sais plus. L'arrestation des jeunes à Tarnac, la descente de police, donc voilà. En fait, l'affaire est très bien montée par le ministère de l'Intérieur, qui emmène quelques journalistes, donc qui vont arrêter les jeunes dans le petit village, donc ils sont accusés de sabotage des rails des containers, enfin des lignes, voilà. Alliot-Marie fait une conférence de presse à Paris dans les 2 heures qui suivent, bref. Et comme souvent c'est le cas, parce que j'allais dire c'est le politique là qui est devenu très malin sur des trucs comme ça. Autant ils ont été largués pendant des années, maintenant ils savent absolument le bon agenda pour mettre. Et pendant 2 jours, tous les médias endossent la thèse de Michel Alliot-Marie de on a arrêté, c'est des terroristes, c'est la mouvance autonome, machin, etc. Bon. Je m'excuse, c'est le même que je vais critiquer. J'ai rien contre le Nouvel Obs, ils font aussi des trucs très bien. Mais ils font aussi des sacrés trucs. Alors, le Nouvel Obs décide, la semaine d'après, il y a un récit sur 2 pages où il raconte le couple des principaux arrêtés. Donc ils sortent du resto, ils grillent une cigarette, ils vont aller faire leur sabotage. Bon. Ils racontent comme s'ils y étaient. Alors évidemment, ils n'y sont pas, mais c'est le récit que leur a raconté les flics. Sauf qu'ils le prennent à la preuve, comme si eux, ils vous racontent ça, enfin voilà, vous les voyez, machin, il est un peu nerveux, il sort de la voiture, et voilà, comme s'ils y étaient. Bon, c'est quand même un truc assez incroyable, quoi, voilà. Bon.
Et puis, la semaine d'après, ils commencent à se rendre compte aussi qu'il y a un peu de la manipulation, enfin voilà, que les choses ne sont pas acquises. Et donc, ils endossent la semaine d'après, mais Michel Alliot-Marie nous prend pour qui, etc. Voilà. Mais les 2 semaines de suite, vous avez ça, vous n'avez pas un mot d'excuse ou d'explication sur... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire. On peut dire un truc et l'inverse, et peu importe, voilà. Bon, voilà. C'était l'essentiel des questions. Merci Philippe. Donc, c'est à vous. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Bruno a un micro derrière, là-bas, voilà. Et vous pouvez parler fort. Marc, tu commences. Ouais, non, vas-y. Il arrive le micro là. Non? Ah non, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Tu parles fort. C'était par rapport à la dernière élément dans le propos. Internet fait exploser les barrières professionnelles et non professionnelles. C'est vrai, en même temps, c'est un peu simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les barrières explosent à cause du développement d'Internet et des réseaux sociaux, mais justement, on réinvente un besoin nouveau de journalistes professionnels dans ce nouvel espace. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui sur un blog, sur un site, sur un forum de radio, des choses, peut être tout à fait vrai, qui doit être tout à fait sa propre opinion très subjective et voire complètement fausse. Et en tant que lecteur, on ne sait pas qui quoi. Il me semble que la profession de journaliste a précisément dans ce nouvel univers qui est publié dans tous les sens, a donné un crédit professionnel à la travailler journalistiquement, c'est-à-dire vérifier avant d'écrire. Et ça change le métier. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a plus de métier et de place pour le journaliste dans le monde. Les barrières changent, mais le métier aussi, fondamentalement. Alors Philippe va y revenir. Merci. Marc, monsieur, là, au fond. Ah oui, de dire comment vous vous présentez alors. Ah oui, Oui, d'accord. d'accord, ok. D'accord. Oui, s'il est du public. Alors, D'accord, ok, d'accord. alors Marc Taillebois est directeur de la communication du diocèse de Poitiers. Mais t'es pas un pourri de la com quand même, de la communication. C'est mon voisin qui me dit ce mot-là, mais tu comprends que c'est gentil, hein. Bon, alors, parce que ce serait intéressant, peut-être aussi pour nous tous, d'apprendre à bien distinguer communication et information. Parce que c'est un vrai débat pour la profession de journaliste, la pression de la communication publicitaire, communication politique, etc., qui pèse sur l'information elle-même. Hein, ce sont 2 systèmes qui sont à la fois proches et à la fois concurrents en quelque sorte. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure. Alors, Bruno. C'est sur les moyens d'information et l'incidence des moyens d'information, leur renforcement, sur les événements eux-mêmes. À propos de l'affaire de Toulouse, à propos de l'affaire du 11 septembre 2001, on a vu des moyens d'information très forts qui ont... Est-ce que cette force de l'information ne va pas parfois à contre-effet. À la réalisation de certains événements. Qu'elle pousse à la réalisation, je veux dire. D'accord. Oui. Ok. Alors, 2 thèmes. Est-ce qu'il y a une autre? On continue, on prend une 3e et puis on en prend une autre série après. Monsieur, allez-y. Pas professionnel, citoyen. La masse d'informations avec Internet, la masse d'informations, la non-hiérarchisation de ces informations, le non-classement, le fait qu'on ne sache pas si ça vient d'un professionnel ou d'un non-professionnel, est-ce que c'est pas contraire à l'objectif de former les citoyens? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que toute cette masse qui arrive, est-ce que ça entraîne pas une passivité de la part du citoyen, parce qu'il y en a tellement qui arrivent de toute façon, c'est plus la peine de se poser des questions. Ok, merci. Alors on prend cette première série, puis répond assez rapidement pour qu'on prenne une 2e série. Préparez vos questions. On a encore un quart d'heure.
Oui, sur Internet. C'est qui Oui, sur Internet. Alors, tu as tout à fait raison. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement, du coup, au fond, que dans sa vie, tout le monde soit à la fois producteur et consommateur d'infos et diffuseur, etc., c'est une réalité. Et c'est vrai qu'avec les médias écrits audiovisuels, on a été arrivé à une vision qui était uniquement dans un sens, c'est-à-dire qu'il y avait des professionnels qui produisaient et mettaient de l'information, et puis il y en avait d'autres qui la recevaient. Ce qui se passe avec Internet, c'est que du coup, tout le monde se met à en produire. Voilà, c'est ça le phénomène nouveau. Je reviendrai après sur la vôtre. Alors, le métier de journaliste va devoir nécessairement changer. En quoi est-ce que le journaliste peut être un métier spécifique sur Internet? Alors, vous dites qu'il y a la capacité à vérifier, à recouper une information. C'est vrai. Malheureusement, y compris dans les médias traditionnels, on a un peu perdu de ça de vue. C'est-à-dire qu'on a publié plein de choses sans être coupé, vérifié, etc. Donc on a du mal à dire, bah ça vous voyez bien, c'est notre métier et tout. Enfin, on est en perte de crédibilité aussi là-dessus. Moi, je pense qu'une des grandes différences, c'est que ça va nous pousser à refaire du travail de terrain, ces fameux reportages et enquêtes, parce que qu'est-ce qui peut différencier le travail de professionnel du travail de témoin? Voilà, c'est que nous, on va chercher de l'info. Et on va sur des terrains et on va rendre compte, voilà. Donc ça, je pense que c'est une différence. Mais qu'il faut la réaffirmer, du coup. Si on la réaffirme pas, on sera perdant. Je pense alors c'est intéressant parce que, ça rejoint un petit peu votre question. Il y a plein d'échanges d'opinions sur Internet, des trucs, machin, etc. Mais il n'y a pas d'organisation du débat. Le débat n'est pas organisé, etc. Du coup, il n'en sort pas grand-chose. Je pense qu'un des avenirs de la mission du métier de journaliste, de la mission de journaliste, pourrait être aussi de devenir médiateur, on n'est pas si éloigné de ça, pourrait être aussi de devenir des organisateurs de débats. Alors, ça peut sembler un peu éloigné du journalisme, mais je pense que c'est une voie intéressante pour le métier. Mais pour le moment, on ne sait pas faire, hein, on n'est pas du tout formé à ça. Mais voilà, ça, je pense que c'est des pistes pour. Mais je pense qu'il y a de la place pour des professionnels de l'information qui ont une démarche spécifique, tout à fait. Alors après, qu'est-ce que communication et information, qu'est-ce c'est toi qui as posé la question. Alors oui, tu as raison, hein, mais alors ce qui est très drôle, c'est que pour nous, en France, dans les pays anglo-saxons, en gros la communication c'est quand même du push et des gens qui essayent de faire passer leur message, voilà, et l'information serait une démarche plus rigoureuse, plus voilà, et c'est vrai. Hein, voilà. Alors c'est très rigolo parce que quand on est dans des échanges avec des latino-américains, ils sont pas du tout dans le même modèle parce que pour eux la communication est au-dessus de l'information, parce que c'est une information qui va dans les deux sens, où il y a du vrai dialogue avec voilà. Et donc dans les premiers débats, moi, parce que j'ai participé à plein de trucs sur l'information citoyenne, dans les forums sociaux, etc. Au début on se comprenait pas parce que les Brésiliens étaient très forts, ils étaient très fiers, ils disaient mais on était content, on a dépassé la logique d'information pour aller vers une vraie logique de communication. Alors nous, on était là à dire, voilà. Et, voilà. Mais donc, voilà, ça n'a pas toujours le même sens dans les différents pays. Les infos ont une incidence sur les événements eux-mêmes. Et oui. Et alors ça, c'est aussi un point sur lequel, malheureusement, je vous disais tout à l'heure, dans les écoles de journalisme, il n'y a pas de formation à la linguistique, à la sémantique, mais c'est quand même un truc. Moi, je me suis rendu compte de ça. En physique, on sait depuis à peu près un peu plus d'un siècle, je crois, que l'observateur a une influence sur l'expérience qu'il observe. Voilà. Sur une science dure, voilà. Et dans le journalisme, on vit dans cette espèce d'illusion que notre présence n'aurait pas d'influence sur ce qu'on décrit. Alors, je peux vous dire de façon évidente, parce que ça, je le connais bien, c'est que quand vous allez dans des banlieues avec une caméra, vous créez immédiatement des tonnes de trucs que vous créez par votre seule présence. Hein. La première fois qu'on a été à Stein pour Reporters citoyens, on voulait faire un truc hors des clichés, des images, etc. On avait convié les jeunes, on faisait une espèce de reportage en public avec les gens qui venaient. Puis il y avait des petits jeunes de 13 ou 14 ans qui ont vu déballer les caméras. Et donc du coup, ils nous ont vendu toute la soupe dont ils pensaient qu'on attendait, c'est-à-dire ils criaient Al-Qaïda, héroïne, cocaïne, des armes dans les caves, il y en a partout, des femmes voilées, des machins, des trucs. Et nous, on essayait de discuter d'autres choses. Et ils revenaient, si, Al-Qaïda, parce qu'ils nous servaient la soupe qu'ils attendent, enfin voilà, qu'ils se disent, tiens, des caméras arrivent, on va leur servir ce qu'ils veulent. Donc, sur les banlieues, c'est évident hein, qu'en soi, la présence crée un événement, et ça, on n'y réfléchit pas assez. Voilà. Et puis, oui, alors, masse d'infos, non-hiérarchisation, passivité accentuée par Internet.
Alors, c'est évident qu'il ne faut pas décrire Internet comme un truc qui aurait que des effets positifs. Tout ce que vous dites est exact. Moi, je considère malgré tout que cet effet de dire tiens, mais potentiellement un citoyen peut être producteur d'informations et on n'est plus à sens unique avec des producteurs d'un côté, des consommateurs de l'autre, ça c'est une évolution qui est positive. Alors après, il y a plein d'à côté qui vont être difficiles à gérer, il faut former les gens, il faut, enfin voilà, mais voilà, mais vous avez raison aussi, enfin voilà, c'est pas... il n'y aurait pas de raison, d'ailleurs, tout à coup qu'arrive une découverte, une innovation technologique qui nous transporte au paradis. Voilà. Donc il y a plein d'aspects dangereux, difficiles, etc. Mais ça, je considère que la fin de cette barrière complètement étanche entre professionnels et non professionnels est une bonne chose. Voilà.